Monsieur Fabrice Belanga. Monsieur Fabrice Belanga, il est juriste, il est président de la Ligue de jeunes du parti politique dénommé Alliance de républicains tshisekedi en cycle ARD. C'est un parti politique membre du Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Avec lui, nous allons aussi pouvoir débattre sur ce thème très important consacré à l'état des sièges et les droits de l'homme. Monsieur Fabrice, bonjour. Bonjour. Votre impression par rapport à tous ceux qui sont en train de nous suivre? Oui, merci. Je demanderai à tout le monde de nous suivre fréquemment parce que nous allons peut-être évoquer et répondre à des questions qui touchent à l'état des sièges et qui ne va pas déranger les droits de l'homme. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, comme vous pouvez observer. Alors, nous sommes là, bien sûr, au service de la nation pour éclairer le peuple congolais en ce qui concerne les droits. Il est dit, un droit ignoré, c'est un droit perdu. C'est comme nous, juristes, on le dit souvent. Un droit ignoré, c'est un droit perdu parce que quand vous ne connaissez pas l'existence d'un droit, il vous est très difficile de les revendiquer. Alors, parce que nous avons choisi ces termes très importants, état des sièges, droits de l'homme, il y en a qui pensent que et en décrétant l'état des sièges, et les droits de l'homme seraient violés, ou l'état des sièges est en violation avec les droits de l'homme, ainsi de suite. C'est pour cela que nous sommes là, pour éclairer l'opinion sur le plan scientifique, sur le plan des droits, pour démontrer que l'état des sièges n'est aucunement une violation portée et aux droits reconnus à l'homme. Simplement parce que l'état des sièges d'abord est constitutionnel, ce qui est déjà prévu par la Constitution, et le moment est venu auquel le chef de l'État a fait recours à cette mesure qui est d'ailleurs constitutionnelle et tout ce qui s'ensuit. Alors, il n'y a pas prétexte à penser ou raisonner d'une manière ou d'une autre que l'état des sièges est une violation portée contre les droits de l'homme. C'est pourquoi nous sommes là pour en débattre et vous faire expliquer quelque chose. Comme je vous ai toujours dit, lorsque vous suivez Maître Anaclet Siassouma, vous pouvez être attentif, mais pourquoi pas avoir votre bloc-notes, votre stylo, pour noter les choses très nécessaires que nous allons vous donner. Parce que ce sont des matières, peut-être que les étudiants sont en train de passer beaucoup de temps sur les bancs de l'université pour apprendre, ou peut-être ce sont des pratiques qui ne se donnent même pas à l'université, mais ici vous avez la possibilité, grâce à la chaîne Le Peuple d'abord TV et cet espace état de droit, de connaître ces meilleures choses. C'est pourquoi soyez attentifs et pour vraiment recevoir ce qui va sortir tout à l'heure. Parce que nous parlons de l'état des sièges, Monsieur Joël, qu'est-ce que vous pouvez nous fait comprendre par l'état des sièges, les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, là, qui ne connaissent pas même c'est quoi l'état des sièges, votre lecture par rapport à ça? Merci pour la question. Tout d'abord, je dois préciser cette notion. En droit, l'état des sièges ou l'expression l'état des sièges renvoie à des situations différentes. Il y a ce qu'on appelle l'état des sièges réel et l'état des sièges fictif ou politique. Alors, partons de l'état des sièges réel. Là, il s'agit de la guerre, lorsque la guerre est déclarée par le chef de l'État. C'est-à-dire nous sommes dans l'hypothèse où, dans une situation où on se trouve par une commandant d'armée qui peut commander, parce qu'il s'agit ici des cas qui sont des crises, qui menacent, n'est-ce pas, l'intégrité. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'état des sièges fictifs ou politiques. C'est le cas avec la RDC aujourd'hui. Ici, il s'agit d'un régime exceptionnel, ainsi que temporaire, qui est déclaré par le gouvernement, afin de faire face à un péril national qui est imminent, dont le but ici est pour, n'est-ce pas, maintenir l'ordre républicain qui est troublé. Donc, concrètement, l'état des sièges, ce sont des prérogatives octroyées par le gouvernement, et notamment avec un pouvoir de transfert qui est reconnu aux autorités militaires. Donc, pendant l'état des sièges, on remarque que les pouvoirs, la police ou l'armée plutôt, assure la protection des citoyens. L'armée assure, n'est-ce pas, la sécurité de la population. Mais aussi, il faut aussi distinguer certaines notions, état des sièges et état d'urgence, parce que beaucoup de gens confondent ces deux notions. Partons de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est aussi une mesure d'exception.
mais dont le but est de renforcer le pouvoir des autorités civiles. Et par contre, dans un état de siège, ici, le degré est supérieur par rapport à l'état d'urgence. Parce qu'ici, il s'agit de conférer les pouvoirs qui sont reconnus aux autorités civiles, aux autorités militaires. Donc ici, c'est l'armée qui détient, n'est-ce pas, tous les pouvoirs. Donc, mais la question intéressante, merci. Ok, c'est la même question pour Fabrice. Quelle lecture faites-vous par rapport à l'état de siège? Joël vient de démontrer qu'il y a l'état de siège fictif, politique, actif, ainsi de suite. Et bon, je pense que le peuple qui nous suit est en train de retirer quelque chose en ce qui concerne l'état de siège. Est-ce qu'il y a-t-il une base légale au pied duquel l'état de siège doit être décrété, ou bien c'est quelque chose pour lesquels le chef de l'État se réveillait simplement? Il a dit que non, ça s'est conformé à une loi quelconque et se permettre de décréter l'état de siège. Y a-t-il une base légale dont l'état de siège peut surseoir? Oui, merci pour la question. L'état de siège est constitutionnel. Je crois bien, le chef de l'État ne peut pas se réveiller un matin comme ça et il prend une telle ordonnance ou une décision disant que non, nous allons décréter l'état de siège. Non, il y a une base légale. Le chef de l'État l'a pris sur base de l'article 85 et 86 de la Constitution. Cela lui donne le pouvoir peut-être soit de l'état d'urgence ou encore l'état de siège. Mais l'état de siège est supérieur à l'état d'urgence. Pourquoi? À l'état d'urgence, nous allons voir, il y a les autorités civiles qui continuent l'opération. Mais cette fois-là, à l'état de siège, c'est les autorités militaires qui prennent les choses en main, qui prennent commande, qui doivent également lutter contre les sécurités qui menacent la nation ou cette partie de la République que le chef de l'État a décrété l'état de siège. Effectivement, c'est bien dû. Vous savez, l'état de siège, pour vous qui êtes en train de nous suivre, l'état de siège est une mesure illégitime, très draconienne, dont le chef de l'État peut prendre dans le cadre des circonstances exceptionnelles au sein d'un État. C'est lorsque l'administration ne marche pas mieux, lorsque une partie du territoire national est menacée, eh ben, les chefs de l'État, dans ses prérogatives du garant des bons fonctionnements des institutions du pays, eh ben, il doit prendre une mesure, une ordonnance portant et déclaration d'un état de siège. L'objectif, c'est quoi? L'objectif d'un état de siège, c'est simplement pour pacifier la zone concernée. Et à l'occurrence, nous avons l'espace est de notre pays et qui est envahi par de forces irrégulières et lesquelles forces vraiment doivent être traquées et en vue de ramener la paix sur la partie concernée. Et comme vous le savez très bien avec moi, que l'est de notre pays, ça fait un bon temps que nos mamans, nos sœurs et frères sont en train de souffrir, éventrer, égorger et piller, ainsi de suite. Même voir la richesse de notre pays, de ces côtés-là, vraiment les choses ne tournent pas. Et le chef de l'État, dans sa mission régalienne du garant de la nation, du bon fonctionnement des institutions de l'État, ne devrait pas laisser les choses aller de la façon de râper. C'est pour cela que je salue cette mesure-là et qui vient d'être prise pour décréter l'état de siège sur la partie est de notre pays. Et je salue, j'encourage aussi la détermination de nos deux gouverneurs militaires. Lorsque j'ai suivi la déclaration du gouverneur militaire Johnny Luboyanka Chama, et j'ai senti en lui vraiment une détermination à pouvoir mettre fin, en découdre avec les troupes étrangères qui sont là-bas en train de semer la terreur, en train de tuer nos frères et sœurs, et en train de dilapider la richesse de notre pays. J'ai senti en lui vraiment une détermination et il demande la coopération entre lui et la population de ces coins. Il demande la coopération entre lui et les troupes qui sont là pour bien coopérer afin de mettre fin à cette crise sanglante qui menace l'est de notre pays. Ah ben,
Et comme nous sommes en train de parler de cette belle émission, je pense qu'il y a certaines questions-réponses qui vont vraiment rencontrer vos ambitions que vous avez là où vous êtes et pour que nous puissions mieux acheminer. Parce que pendant ces temps de l'état des sièges, comme nous parlons de droits de l'homme aussi, vous savez, il y a certains droits de l'homme qui sont dérogés, c'est-à-dire l'homme se voit privé de certains droits et qu'il ne doit pas jouir normalement pendant ces temps parce que c'est un temps dont vraiment la gestion est confiée entre les mains de l'armée et la police. C'est un temps, non seulement qu'il y a les gouverneurs militaires et son vice-qui est militaire, même dans l'administration, au sein des entités territoriales centralisées et déconcentrées. Et il doit y avoir aussi les administratifs qui sont militaires. Alors, il y a même des bourgmestres qui sont militaires, et pourquoi pas même des chefs des quartiers. C'est-à-dire tout est militarisé. C'est simplement pour prendre les contrôles de la puissance de l'État. Donc, l'État doit se faire sentir dans tous ces milieux-là. C'est pourquoi, pour un laps de temps, la gestion du pays par rapport à ce milieu concerné doit être remise entre les mains de militaires. Monsieur Joël Matala, quels sont les droits de l'homme dérogeables pendant ces temps de l'état des sièges? Les droits dont l'homme ne se voit pas en train de jouir pleinement, comme c'était dans l'état où le pays marche normalement, mais parce que nous sommes pendant les circonstances exceptionnelles que nous appelons état de siège et les droits souffrent un peu. Alors, il s'agit de quels droits peut-être dont l'on peut se voir et en train de jouir partiellement ou peut-être être privé de ces droits-là. Merci de la question parce qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles. Et ici, il y a certains droits qui sont dérogeables, il y a aussi d'autres droits qui ne sont pas dérogeables. Mais parce que la question est celle de savoir concernant les droits qui sont dérogeables, et cela me renvoie à revoir l'article 4 de la loi, de l'ordonnance portant proclamation de l'état d'urgence, qui essaie un peu de numérer certains droits qui sont dérogeables pendant l'état d'urgence. Ici, nous pouvons citer par exemple le droit de circulation qui est reconnu aux individus, qui est le droit de liberté individuelle. Ici, pendant l'état de siège, on peut interdire les manifestations publiques, on peut interdire des réunions publiques selon que l'autorité militaire estime nécessaire. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent être dérogés ici pendant ces temps ou pendant ces mesures d'exception. Donc ce que nous pouvons dire en termes de droits. Donc il y en a beaucoup, il y en a tellement beaucoup de droits. On peut même perquisitionner. Il s'agit là de violations de domicile, mais qui ne sont pas des violations de droits parce que nous sommes dans une circonstance qui est exceptionnelle, mais qui sont légales, parce que c'est prévu par la loi. Voilà pourquoi les citoyens ne peuvent pas jurer à 100% ou totalement ces droits qui leur sont reconnus. Donc pendant ces temps d'urgence, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de droits plutôt qui peuvent être dérogés, comme je viens de le